Bonjour, bonjour. Heureux de vous retrouver pour une autre émission du Pied à Papineau. Nous allons dans un instant recevoir une femme, une Montréalaise, qui vient de publier un livre en anglais, et j'espère qu'on aura une version française très bientôt, qui s'intitule, et je le dis, In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front, les crimes du Front patriotique rwandais. Je vous dis, ce livre-là va marquer, à mon sens, l'histoire parce que il remet en question une histoire officielle sur le Rwanda. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir à cette émission Judy Weaver. Bonjour, Judy. Bonjour, Robin. Merci d'avoir accepté cette demande d'entrevue. Bienvenue, je vous en prie. Écoutez, donc, le livre est sorti il y a quelques semaines. J'ai publié chez Penguin Random House, qui est probablement une des plus grandes maisons d'édition au monde. Et il est le résultat de 20 ans de travail, une quête personnelle, une histoire personnelle. Et je vais commencer tout de suite pour dire vous avez confronté, vous avez été pris à cette histoire du Rwanda parce que vous étiez au Congo en 1997, après la première invasion du Congo, ce qu'on appelait le Zaïre, par le Front patriotique rwandais. Ma question, c'est, qu'est-ce qui est la première chose qui vous a frappé et qui démontrait que peut-être cette histoire, que je dirais officielle, du génocide rwandais, n'était pas si exacte et dans quelquefois même carrément fausse? Qu'est-ce qui vous a frappé en premier pour vous remettre en question cette histoire? Bon, je suis allée quelques jours au Zaïre, au Congo, juste quelques jours après le renversement de Mobutu. Ouais. Et je suis allée dans la forêt avec les travailleurs locaux humanitaires du MSF, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge et l'ONU, les Nations Unies. Et on cherchait, ces gens-là, c'était des jeunes, on cherchait des rescapés Hutus, des réfugiés qui ont survécu des attaques du FPR, des troupes de Kagame dans la forêt. Il y avait des attaques il y a quelques semaines avant. Et moi, je suis allée pour voir qu'est-ce qui se passait au Zaïre, au Congo. Et ce que j'ai trouvé en peu de temps, là, moi, je pense que j'avais vu ça comme une jeune journaliste à l'époque, la vraie nature du FPR, de cette armée de Kagame, parce que j'avais vu des gens, des rescapés, des gens dans l'état complètement réduit, au bout de leur force. Ils étaient blessés sur le plan moral et physique, des blessures de guerre, de la malnutrition. On avait chassé ces gens de l'Est jusqu'au bout de l'autre côté du pays. Alors, moi, j'avais vu ça, ils avaient attaqué. Alors, j'ai vu le niveau de violence, si tu veux. Et c'est en y arrivant, vous aviez un peu à l'esprit, selon votre livre, cette idée que c'est une histoire de bons puis de méchants. Et c'est pendant que vous y étiez que vous êtes rendu compte que c'était pas aussi simple. Est-ce que je me trompe? Exact, c'est ça. À l'époque, on avait parlé de exactement ce que vous dites, les bons contre les méchants, le bien contre le mal. Le mal était l'ancien régime était considéré comme l'ancien régime de Habyarimana et les Hutus des réfugiés qui ont fui vers le Zaïre dans les camps. Et on avait gobé, on avait avalé cette histoire, et moi j'avais aussi compris ou absorbé cette propagande aussi, que
la propagande que Kagame a arrêté le génocide et les mauvais sont allés au Zaïre. Et ce que j'avais trouvé relativement rapidement, c'est que c'était pas du tout ça. Ouais. Et dans les années après, j'ai commencé à vraiment à fouiller, à chercher, à enquêter cette histoire. Et ce que je constate, c'est que les gens ont été, les réfugiés Hutus au Zaïre étaient victimes des attaques en 96 et 97 au Zaïre durant l'invasion, et ils avaient durant le génocide en 94 au Rwanda, ils avaient aussi été victimes des troupes de Kagame durant le génocide. Ils avaient fui pour cette raison. Ils sont restés au Zaïre pour cette raison. Alors, victimes 2 fois. Oui. Et là, on parle de 96, on parle de 2 millions de personnes, 2 millions de réfugiés. Et là, vous avez trouvé, vous avez croisé, vous avez tous des gens qui étaient pourchassés comme des animaux par cette armée du FPR. Est-ce que c'est juste de dire cela? Oui, exact. En fait, le chiffre de 2 millions, c'était plus qu'1 million au Zaïre et d'autres réfugiés Hutus qui avaient fui dans d'autres pays autour, comme la Tanzanie, la Zambie, tout ça. Mais les réfugiés avec qui j'ai parlé au Zaïre m'ont raconté des histoires très précises sur l'attaque de leur camp dans l'Est et le fait, comme vous dites, ils étaient pourchassés. Ils ont fait un parcours. Ils étaient comme les proies des camps dans la zone de Bukavu et Goma jusqu'au presque à la frontière ouest du pays. Alors c'est un espace comme l'Europe de l'Ouest, si vous voulez. Si on peut imaginer d'être pourchassés comme des animaux. Oui, de Montréal jusqu'à après Chicago et quasiment au Manitoba. Là. On parle de 2000 kilomètres. Julie, quand et avant d'aller plus sur ce qui est au Rwanda, dans votre livre, vous affirmez que le Front patriotique rwandais, donc le gouvernement rwandais sous la direction à ce moment-là de Kagame, qui était le chef d'État des forces rwandaises, ils ont envahi le Zaïre, qu'on appelle maintenant le Congo, mais ils ont eu le feu vert et de l'aide des États-Unis. Et c'est une chose que vous affirmez dans votre livre. Expliquez-nous ce fait-là, parce que on voit dans votre livre une chasse terrible de la part de cette armée-là, mais ils avaient un peu la bénédiction de puissance la plus grande, la plus importante. Oui, c'est un feu vert, oui, une bénédiction par 2 moyens. Ce que j'explique dans mon livre que les États-Unis ont fourni les informations des satellites et la communication de satellites à Kagame, aux troupes de Kagame et Museveni. Ça, c'est le président de l'Ouganda à l'époque et il est toujours. Ils ont fourni ces troupes de l'information cruciale en forme de satellite qui leur ont permis de faire la guerre et de continuer le chemin militaire pour renverser Mobutu. Ouais. Non seulement ça, ils ont permis de localiser des réfugiés avec ces informations, avec cette technologie.
Ouais. J'explique dans mon livre, il faut lire, ils ont aussi eu l'appui d'une grande société liée au gouvernement, au renseignement militaire du gouvernement qui s'appelle Bechtel. Alors, ils ont eu des informations satellites et des cartes satellites de cette société qui est à Washington. Et ils ont eu un financement des multinationales, des sociétés américaines et aussi des sociétés. Il y avait des Canadiens aussi. Il y avait American Mineral Fields, il y avait Tenke Mining et il y avait des sociétés qui ont fourni à l'alliance de Laurent Kabila, avec qui Kagame avait envahi le Zaïre. Ils avaient financé leur parcours en même temps que ces troupes, ces forces militaires tuaient des réfugiés. Ouais. Je rappelle, on parle avec Judy Reaver qui vient de publier un livre en anglais et on espère qu'il y aurait une traduction, une version édition française bientôt, mais c'est publié chez Penguin Random House, rien de moins. Et le titre, c'est In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Judy, dans 2 jours, le 6 avril, nous marquerons le 24e anniversaire de l'attentat du 6 avril qui a abattu l'avion présidentiel du Rwanda, tuant 2 présidents et de leur état-major respectif. Et ils ont tué aussi l'accord de paix. Vous avez recueilli des témoignages de différents milieux qui disent le contraire, qui disent le contraire de l'histoire officielle qui, selon plusieurs personnes, je l'ai entendu même à CBC dans une entrevue que vous avez faite, où on dit que c'était des extrémistes Hutus qui auraient abattu l'avion. Vous avez trouvé des témoignages qui étaient des officiers du Front patriotique rwandais, mais aussi des documents du tribunal pénal. Expliquez-nous ce que vous avez trouvé et ce qui, selon vous, prouve que c'était l'actuel président du Rwanda qui a abattu cet avion-là. Les éléments qui éclaircissent l'histoire de l'attentat, qui sont les plus sûrs, sont les témoignages du TPIR, du tribunal de l'ONU, qui a enquêté sur ce qui s'est passé au Rwanda durant le génocide, mais aussi le TPR, mais aussi de l'enquête qui a été menée par le juge Jean-Louis Bruguière en France. Alors, les éléments, les témoignages qui venaient du TPIR sont presque identiques, correspondent aux témoignages, et les témoignages étaient donnés en 2001-2002 et sont dans un rapport que j'ai en main, qui était finalisé en 2003, figurez-vous. Et ces témoignages correspondent de près aux conclusions de l'enquête française en 2006. Alors, pour moi et pour beaucoup d'observateurs qui sont neutres, indépendantes, ça montre que voici les vrais éléments qui constituent la preuve des auteurs de cette attaque qui a déclenché le génocide. Alors les éléments, c'est juste ça. C'est Kagame et ses collègues comme Kayumba Nyamwasa et d'autres ont eu 3 réunions pour parler d'assassinat, de leur plan d'assassiner Habyarimana, c'est l'ancien président Hutu au Rwanda. Ensuite, ils ont formé une équipe de tireurs qui allait gérer les missiles. Les missiles aussi venaient
de l'Ouganda. L'Ouganda avait acheté, reçu ces missiles qui étaient bien documentés de l'ancienne Union soviétique. Ensuite, les mêmes joueurs, personnages de l'équipe de missiles ont été évoqués ou notés dans le rapport Bruguière et au TPIR. Alors, vous avez dans mon livre, le récit des deux enquêtes un peu pour montrer que voici les indices et voici les preuves de cet attentat. Mais, OK, alors là, la question qui se pose, c'est que pourquoi encore aujourd'hui, et on fait semblant de ne pas savoir qui a abattu cet avion-là? Pourquoi, selon vous? C'est parce que ça me dépasse. On parle de 2001, 2002, 2003. Dans votre livre, vous parlez de 97 aussi avec ce qu'on appelait l'équipe nationale du TPIR qui avait découvert des choses semblables. Pourquoi on continue à faire semblant de ne pas savoir? Bon, c'est compliqué, mais dans un sens, c'est pas très compliqué parce que c'est tout un processus politique. D'abord, au TPIR, les États-Unis ont géré, ont dirigé, ont influencé le TPIR et ont enterré ces enquêtes et ils ont à tout moment dans l'histoire protégé le FPR et le régime de Kagame. Premièrement, nous avons vu Louise Arbour qui était procureur en 1996 et 87 et elle avait stoppé la première enquête sous monsieur, un avocat qui s'appelait Michael Horgan. Les preuves ou les indices à l'époque montraient que Kagame et ses commandos avaient été responsables pour l'attentat. Alors, pourquoi? Parce que elle avait dit qu'elle n'avait pas de mandat juridiction, mais c'est pas vrai parce qu'elle avait le mandat d'enquêter le terrorisme. J'imagine, je peux croire que peut-être il y avait des États-Unis ou d'autres membres surtout les États-Unis qui étaient membres du Conseil de sécurité à l'ONU qui avaient dit non, on va pas faire ça. Ensuite, Del Ponte qui a remplacé Madame Arbour avait essayé d'enquêter sur l'attentat et d'autres crimes du FPR. Et il y a un monsieur qui était l'ambassadeur américain pour les crimes de guerre à l'époque, Pierre Prosper, qui avait réussi avec l'appui de son gouvernement, Washington, de faire sauter Madame Del Ponte. Encore une fois, les États-Unis ont protégé Kagame, alors enterré l'enquête. Mais les Français ont eu leur propre problème politique pour enquêter, mais c'est pas fini chez eux. Oui. Et Carla Del Ponte, qui avait succédé à Madame Louise Arbour comme procureur, avait déclaré en 2001 ou 2001 que s'il s'avérait que le Front patriotique avait été responsable de cet attentat, il faudrait réécrire l'histoire du génocide rwandais. Partagez-vous cette opinion-là? Oui, parce que, en fait, ce que j'avais compris, c'est presque à la fin de mes recherches que j'avais compris cette notion de base, c'est que le tribunal et les Occidentaux, des chercheurs, on n'a pas vraiment enquêté les causes et les conséquences de la violence au Rwanda. Les causes et les conséquences. Et si on avait enquêté ce qui s'est passé avant le génocide, c'est-à-dire les crimes de guerre dans le Nord perpétrés par le FPR, et si on avait regardé les mobiles
les intentions de tuer Habyarimana, pourquoi on avait fait ça, on aurait compris tout le complot et la conspiration du FPR et on aurait pu vraiment enquêter l'histoire du génocide. Pourquoi? Et on trouve dedans, dans ces complots, on trouve vraiment les intentions du FPR qui étaient de s'emparer au pouvoir et de rester au pouvoir, d'atteindre et de continuer d'avoir une autorité morale pour rester au pouvoir pendant beaucoup de temps. Ouais. Et là, vous avez glissé un mot là-dessus, mais je vais m'attarder là-dessus. L'image de corps flottant dans les rivières, dont la rivière Kagera, dans l'est du Rwanda, vers le lac Victoria, donc ça fait partie des images qui aident à conforter une version officielle de l'histoire du Rwanda. Mais dans votre livre, vous dites que ça aussi, c'est pas aussi simple. Et que ces corps, c'est pas aussi simple qu'on peut conclure que ça fait partie d'un camp ou de l'autre. Expliquez-nous ce que vous avez trouvé à ce sujet-là. Puis, quelles sont vos sources? Parce que c'est assez frappant dans votre livre. Oui, effectivement, on avait lu dans les journaux à l'époque, les grands journaux, que ces corps étaient des Tutsis victimes des extrémistes Hutus. Mais cet endroit-là, la rivière, le lac Victoria, c'est dans une zone qui était contrôlée par le FPR à partir du 24 avril environ. Ouais. Alors, quand on parle des corps et des victimes au mois de mai et juin, c'est des victimes du FPR. Mm-hmm. Et ce sont des déserteurs du FPR qui m'ont affirmé qu'ils ils contrôlaient la zone rapidement. Mm-hmm. Et aussi, j'ai des éléments des preuves de l'ONU, notamment un câble, des messages qui montrent que le SCR à l'époque, les réfugiés, le département des réfugiés, mm-hmm. Accumulait des témoignages des réfugiés qui fuyaient vers la Tanzanie, qui ont dit que on nous tue, on nous chasse, on brûle les gens dans les maisons, on nous met sur des bus et puis les gens disparaissent. Mmh. Et c'était des réfugiés Hutus qui ont donné ces témoignages et l'ONU était parfaitement au courant de ce qui se passait dans cette zone. Ouais. Et donc, c'était très organisé comme tuerie. C'était pas des tueries spontanées, selon votre livre. Et des gens que vous avez rencontrés qui avaient été dans le FPR, qui sont venus, qui sentaient coupables. Et eux, ils ont décrit la manière dont c'était organisé. C'est vraiment frappant. Oui. En fait, il y avait des opérations, ce que j'appelle derrière le front. Mmh. Alors, il y avait des brigades, 2 brigades en particulier qui prenaient le territoire, qui ont saisi le territoire. Derrière eux, il y avait des unités, des forces mobiles qui étaient constituées des troupes, des forces de DMI, de renseignement militaire, aussi des soldats du Training Wing. C'est partie de l'entraînement des nouveaux soldats. Et des gens de haut commandant, des jeunes qui étaient embauchés, recrutés pour faire partie de ces unités mobiles qui tuaient. Ouais. Tuaient des paysans Hutus, qui tuaient des leaders culturels, des avocats, des juges, des commerçants. Et c'était ça le but. Et
c'est pas juste les victimes qui ont survécu qui m'ont donné ces histoires, c'est les gens haut placés, des officiers et des anciens soldats, aussi des gens qui étaient dans ces unités mobiles du FPR qui m'ont avoué. Ouais. Tout ça est dans son livre qui s'intitule In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Il reste 1 minute et demie, Judy. On aurait pu parler toute l'heure, mais c'est une quête personnelle qui vous a occasionné des difficultés personnelles et du fait que vous avez été traqué à l'extérieur du territoire rwandais par des services rwandais. Pourriez-vous nous décrire rapidement un exemple? Par exemple, vous avez été, en faisant votre enquête, c'était en Italie, en Belgique, ici au Canada, que vous avez été ciblé aussi par les services. Oui, j'ai vécu beaucoup de drames dans ma vie personnelle. Ma famille était ciblée ici à Montréal. On a eu des menaces terribles, mais j'ai aussi été à Bruxelles et le service de protection belge a été obligé de me fournir une protection avec les voitures blindées et les gardes-corps parce qu'ils ont reçu des informations crédibles que l'ambassade rwandaise à Bruxelles constituait une menace à ma vie. Alors, c'était grave. Ils ont essayé de pourchasser et m'empêcher à faire le travail pendant un certain temps. Judy Weaver, félicitations pour ce livre-là, puis bon courage dans la défense de ce livre-là. Et est-ce qu'on peut espérer avoir une version française un de ces jours? Oui, j'espère. On est en train de discuter avec des maisons d'édition en France et ici au Québec. Alors, on espère d'avoir des bonnes nouvelles bientôt. Ben, c'est très bien. Merci beaucoup pour cette entrevue. Et félicitations encore. Merci, je vous en prie. Au plaisir. Au revoir. Le livre s'intitule In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front, l'auteur Judy Weaver, publié par Penguin Random House.